Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par les éditions LexisNexis et le cabinet S Fresco Avocat, consacré à la hausse des prix dans les contrats publics, qui fait suite à celui que nous avions déjà organisé en mai dernier. Je suis David Conté, rédacteur en chef de la revue Contrats et marchés publics, et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Marie-Cécile Hez et Inès Fresco. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour David, merci beaucoup pour cette Bon, invitation. ouais, avec plaisir. Bon, mais comme d'habitude, le webinaire va se dérouler en deux temps. Marie-Cécile et Inès vont aborder l'impact de la hausse des prix au travers des différents textes et jurisprudences récentes, donc, ainsi que les solutions tant au niveau de la passation que l'exécution des contrats. Et on aura bien sûr un second temps qui est consacré aux questions, où on répondra aux questions qui ont été posées par mail et sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez d'ores et déjà poser, à l'aide du petit menu déroulant qui est sur la droite de votre écran, des questions aux intervenants du webinaire. Marie-Cécile Hez, Inès Fresco, vous avez la parole. Merci. Merci à tous de vous être inscrits aujourd'hui pour ce nouveau webinaire, le retour de la vengeance de la hausse des prix. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernier webinaire? Et donc, il s'est passé un avis du Conseil d'État et une fiche de l'ADAGE en septembre. Donc, avant de rentrer dans le corps du sujet, on va se présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, on a un cabinet de niche en droit public des affaires et en droit de la construction ainsi qu'en droit immobilier. Donc, on assiste nos clients sur des problématiques diverses, qu'il s'agisse de contentieux ou de conseils, d'expertise ou de réclamation. Donc, on fait à la fois tout ce qui est contrat public, contrat de partenariat, domanialité, marché, le classique. Mais aussi des projets un peu plus complexes de construction, de PPPI ou de VFA public. Donc maintenant qu'on s'est présenté, pour ceux que ça intéresserait, c'est intéressant de revenir sur ce qu'on peut aussi vous proposer de manière gratuite. Donc on fait avec LexisNexis et la revue Contrats et marchés publics avec qui on a un fort partenariat depuis plus d'1 an, des cafés actu tous les mois. Donc en fait, on va vous expliquer en vidéo en moins de 10 minutes un sujet de droit précis en lien avec les contrats publics. Donc on a fait le décompte général, les VFA publics, les clauses environnementales, les pénalités. Le mois dernier, je crois qu'Inès avait fait les offres anormalement basses. Donc vous pouvez vous connecter sur notre chaîne YouTube ou même sur notre site internet et donc vous retrouverez tous nos petits cafés actu. On fait aussi des publications plus de fond, toujours chez LexisNexis, donc sur des sujets d'actualité. Donc là, dans les jours qui viennent, il y a un nouvel article qui sort sur la hausse des prix. Donc pour ceux qui voudraient d'ailleurs une analyse plus écrite, plus peut-être détaillée que le webinaire, il y aura toujours cet article que vous pouvez consulter à la revue Contrats et marchés publics. Et on fait aussi, c'est le dernier point, des newsletters qui sont gratuites, hebdomadaires. Donc, vous pouvez vous abonner. Il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche, donc contact@s-fresco.com. Et ça vous permettra de recevoir tous les vendredis une petite newsletter qui récapitule l'actualité, la jurisprudence en droit de la construction, en droit des contrats publics et droit de l'immobilier, ainsi que nos pratiques pro. Donc, c'est des petits posts en fait dans lesquels on fait le point sur une question de droit, intérêt moratoire, clause de réexamen, de quoi on parle. N'hésitez pas aussi, et je pense que c'est bien de commencer par ça, à nous poser vos questions, comme David l'a dit, soit via le chat, soit si on n'a pas le temps de les traiter à la fin. N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous poser votre question et puis on la traitera rapidement. On aura aussi le replay qui va être disponible normalement du webinaire. Donc, si vous le souhaitez, pareil, écrivez-nous, pas de souci. Et il y aura aussi le support de présentation qui sera disponible. Même système, vous nous écrivez, on vous l'envoie, pas de problème. Donc, je vais laisser la parole à Inès pour démarrer un petit peu le fond du sujet. Donc, c'est quoi le contexte, c'est quoi les fondements textuels, comment on en est arrivé là sur la hausse des prix? Alors, pour revenir rapidement sur le contexte et les fondements textuels, parce qu'on va ensuite passer assez vite aux solutions concrètes et opérationnelles, c'est ce qui vous intéresse le plus, je pense. Le contexte de la hausse des prix, c'est quoi? Comme on le sait tous, c'est sous l'effet combiné du Covid et de la guerre en Ukraine qu'on a vu un ralentissement de l'activité industrielle qui a causé un décalage entre l'offre et la demande au redémarrage, en fait, et une augmentation du prix du fret qui ont causé, en fait, ensemble une pénurie et une hausse des prix des matières premières. Cette hausse des prix, on l'a subie depuis fin 2021, début 2022, et elle touche toutes les matières premières et du coup tous les secteurs et tout type de marché. Donc on a notamment par exemple l'acier, le PVC qui sont touchés, le bois aussi,
mais d'autres matières comme les denrées alimentaires, le blé, le prix du blé a fortement augmenté. Et dernièrement, et là ça impacte tous les secteurs, le prix de l'énergie, donc le gaz, l'électricité, l'essence, enfin du coup le transport, le prix du transport augmente et tous les secteurs sont touchés, qu'on soit dans un marché de travaux en BTP, qu'on soit sur une DSP de restauration scolaire avec le prix du blé. Tous les marchés et contrats publics sont impactés et on a vraiment une forte hausse qui se ressent au quotidien dans l'exécution des marchés. Alors, pour faire face à cette hausse des prix, le gouvernement a proposé plusieurs textes depuis le début de l'année 2022. Le premier texte qui a été pris par le gouvernement et qui, dans un premier temps, a encadré la hausse des prix jusqu'en septembre, jusqu'à l'avis du Conseil d'État de septembre, sur lequel on va revenir juste après. Mais le premier texte, c'est la circulaire du 30 mars 2022, qui est aujourd'hui abrogée, puisqu'on a eu une nouvelle, dite circulaire Castex, et qui a été le premier texte vraiment en réaction à la hausse des prix pour venir proposer aux acheteurs et aux titulaires des solutions juridiques. Alors, qu'est-ce que disait cette circulaire? Déjà, elle proposait d'avoir recours à l'indemnité d'imprévision pour indemniser les titulaires qui se trouveraient confrontés à une situation de hausse des prix et à une exécution du contrat excessivement onéreuse. On va revenir un peu plus tard dans le webinaire sur les conditions de recours à une indemnité d'imprévision et à qu'est-ce que l'imprévision, mais c'était la première solution proposée par le gouvernement, sachant que ce n'est pas du tout une solution nouvelle, puisque la hausse des prix, les circonstances imprévues ne sont pas nouvelles, et donc la circulaire Castex se contentait de reprendre à la fois une circulaire de 1974 qui avait été prise pareil dans un contexte de hausse des prix dû au choc pétrolier, et ensuite la jurisprudence qui est venue préciser cette circulaire. Donc vraiment, la circulaire Castex sur l'imprévision n'apporte rien de nouveau, se contente juste de rappeler qu'on peut y avoir recours dans ce contexte de hausse des prix. Ça, c'est la première solution proposée en mars dernier. La deuxième solution proposée, c'était d'avoir recours à un avenant pour modifier le contrat. Alors, c'est juste avant, David, on remonte sur la slide d'avant, pardon, pour modifier le contrat. Alors, on pouvait modifier le contrat par avenant, bien sûr, dès mars dernier, mais on pouvait toucher qu'aux conditions d'exécution. Il ne fallait surtout pas toucher au prix. La circulaire Castex était très claire sur ce point, on ne touche pas au prix, on reste sur une modification des conditions d'exécution. On était toujours sur le principe de l'intangibilité du prix. Donc ça, c'était la deuxième solution proposée qui ne satisfaisait pas tout le monde et c'est pour ça qu'il y a eu ensuite l'avis du Conseil d'État en septembre. Et derniers apports de cette circulaire, il y avait aussi d'autres mesures qui étaient proposées par le gouvernement pour faire face à la hausse des prix. Donc, il y avait notamment le gel des pénalités de retard pour ne pas pénaliser davantage les titulaires qui rencontreraient des difficultés dans l'exécution de leur marché et de leur concession. Et il y avait aussi le rappel de l'obligation pour les personnes publiques d'insérer des clauses de révision dans les contrats là qui étaient en cours de passation, qui n'étaient pas en cours d'exécution, mais qui étaient en cours de passation. Donc ça, c'était l'ancien encadrement. Ensuite, et donc là, c'est la slide suivante. Qu'est-ce que l'avis du Conseil d'État de septembre 2022 a apporté? Alors, le Conseil d'État a rendu un avis parce qu'il a été saisi d'une demande d'avis par plusieurs associations, notamment d'acheteurs, de la question de qu'est-ce qu'on fait face à la hausse des prix? Est-ce que vraiment la modification du prix par avenant n'est pas possible? Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de doctrines sur l'intangibilité du prix. Est-ce que le prix est vraiment intangible? Est-ce que l'ancienne jurisprudence s'applique toujours au regard du nouveau texte de la commande publique, des nouvelles directives? Enfin, il y avait vraiment un gros débat doctrinal et on s'est rendu compte que dans d'autres pays, en fait, la modification du prix par avenant était tout à fait possible. Donc, le Conseil d'État a été saisi par Bercy à la demande de plusieurs associations de cette question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut modifier le prix par avenant? La réponse du Conseil d'État, elle a été très claire. Elle a dit que oui, on pouvait en fait modifier le prix par avenant. Le Code de la commande publique, ni les directives de 2014, ni le Code de la commande publique n'interdisaient en fait de modifier le prix par avenant. Donc on peut, pour modifier le prix, avoir recours à deux types d'avenants. L'avenant de faible montant, l'avenant circonstances imprévues. On va bien sûr y revenir. Marie-Cécile va vous expliquer toutes les conditions de recours à ce type d'avenant.
En revanche, on ne peut pas utiliser l'avenant modification non substantielle. On y reviendra aussi, on vous expliquera pourquoi. Donc, l'avis du Conseil d'État, son apport principal, c'est ça. Il nous dit on peut toujours évidemment modifier les conditions d'exécution, mais surtout, désormais, on peut modifier le prix par avenant. Sur l'indemnité d'imprévision, qu'est-ce que nous dit l'avis du Conseil d'État? Pas grand-chose de nouveau, c'est toujours pareil, ça reprend et la circulaire Castex et tous les textes antérieurs, donc circulaire de 1974, puis la jurisprudence, et ça nous dit qu'on peut toujours avoir recours à l'indemnité d'imprévision dans les mêmes conditions qu'avant. La fiche de l'adage qui a été prise quelques jours après l'avis du Conseil d'État et qui vient préciser cet avis, donner des précisions, qui a été publié d'ailleurs, tout a été publié le même jour, donc c'est vraiment un ensemble textuel qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte à la fois l'avis du Conseil d'État et la fiche de l'adage parce que les deux se complètent et se précisent. Et donc, ces deux textes-là nous disent qu'on peut désormais modifier le prix par avenant, on peut continuer à avoir recours à l'indemnité d'imprévision et on peut aussi cumuler ces deux outils. On peut avoir recours à un avenant puis à une indemnité d'imprévision. On peut avoir recours à 2 avenants puis à une indemnité d'imprévision. C'est vraiment complémentaire et cumulable. Donc, ça nous offre de nouveaux outils et de nouvelles manières de les mettre en œuvre pour faire face à cette hausse des prix. Ensuite, on va passer, maintenant qu'on a posé le contexte et les textes applicables, l'encadrement applicable actuellement, on va passer aux solutions concrètes qu'on peut mettre en place dans les contrats pour faire face à cette hausse des prix. Et on va commencer par ce qu'on peut mettre en place au stade de la passation. Comment anticiper en fait au maximum la hausse des prix dans les contrats qu'on passe actuellement? Qu'est-ce qu'on peut insérer dedans? Donc, du coup, en ce qui concerne la passation, c'est le premier point, c'est en amont. Le conseil est un peu le même que vous soyez acheteur ou titulaire et un peu différent à la fois. C'est-à-dire que l'idée en tant qu'acheteur, ça va être de repenser son contrat. Donc, vous allez regarder dans vos autres contrats passés qu'est-ce qui a pu se dérouler, histoire d'essayer d'anticiper en fait ce qui pourra se dérouler dans les contrats là que vous allez passer, vos contrats futurs. Plus vous envisagez les choses, plus vous les cadrez, et moins vous aurez besoin de recourir à des indemnités d'imprévision ou à des avenants modificatifs directement sur le prix. Donc, on essaye de tout encadrer et un peu anticiper. Je vais vous détailler quel type de clause en fait on peut intégrer. Si vous êtes titulaire, la logique est un chouïa différente, c'est-à-dire qu'en tant que titulaire, l'idée, c'est vraiment de vous protéger. L'idée, c'est de créer une traçabilité, en fait, textuelle lors de la passation sur quels sont les risques que vous acceptez de prendre, quelles sont les limites à ces risques-là. Donc, l'idée, c'est de poser un maximum de questions pendant la passation. S'il y a une négo, de faire des écrits qui vont dire jusqu'à où vous êtes OK d'aller. Et quand vous remettez votre offre, évidemment, de bien dire clairement dans votre offre que, par exemple, vous êtes OK d'aller jusqu'à X% de surcoût dans une limite de X euros, je dis n'importe quoi, 100 000, mais qu'au-delà, vous n'êtes pas OK de les prendre. Donc, ça permet de, même si le contrat ne va pas forcément suivre votre offre, ça vous permettra ensuite, si vous avez un contentieux ou si vous avez une négo avec l'acheteur, de dire, bon, moi, dans mon offre, j'avais bien écrit ça quand même. Et donc, c'était bien ce risque-là que j'étais OK de prendre ou que je n'étais pas OK de prendre. Qu'est-ce qu'on pense du coup en termes de clauses? Qu'est-ce qu'on fait dans les nouveaux contrats? Alors, première clause très classique, la clause de révision. Normalement, c'est des clauses qui sont obligatoires à partir du moment où votre contrat peut changer en termes de prix en fonction de hausse ou de baisse de cours mondiaux. Donc, on est censé prévoir ces clauses-là, sinon il y a quand même un petit risque de légalité et de contestation du titulaire si vous êtes acheteur. Donc, on les prévoit bien, mais il faut bien les construire. Il faut les construire autour d'un indice, ces clauses, bien choisir la formule de révision. Et surtout, prévoir que la révision, elle est récurrente. Prévoir qu'il y a une révision tous les 1 an, tous les 1 an et demi, en fait, ça ne résout pas vraiment votre problème et ça ne résout pas le problème du titulaire et ça sera un contrat dans lequel vous aurez de manière très récurrente quand vous êtes acheteur des réclamations. Donc, on essaye de faire quelque chose, on a une révision à minima trimestrielle. Si on peut en avoir une plus courte, c'est mieux. Deuxième clause qui est possible, et qui se couple bien en fait avec la clause de révision, c'est la clause de réexamen. La logique est assez différente. Dans la clause de révision, l'idée c'est de faire bouger du coup le prix de votre contrat au fur et à mesure de son exécution sans faire grand-chose en fait. On applique la formule, bam, nouveau prix. Quand vous faites une clause de réexamen, vous allez vous dire, bon, en fait, telle circonstance peut arriver ou telle autre circonstance, si ça arrive, on va se retrouver dans une situation inconfortable lors de l'exécution. Et parce que je sais que peut-être ça peut arriver, du coup, je vais faire une clause spécifique dans mon contrat en disant, dans l'hypothèse où tel truc arrive, on peut modifier déjà le contrat par voie d'avenant et on modifiera comme ça, comme ça, comme ça.
L'avantage de prévoir ce type de clause, à condition qu'elle soit hyper claire et non équivoque, c'est que du coup, si l'événement arrive, il n'y a pas trop de débat entre l'acheteur et le titulaire. Les choses se font de manière simple. Donc, c'est vraiment une clause complémentaire à la clause de révision qui va vous permettre de faire vivre le contrat et qui va permettre d'avoir une exécution lisse, en fait, un peu sans clôture. L'avantage aussi de cette clause de réexamen, c'est qu'elle fonctionne peu importe le montant. Donc, la modification peut être importante et dépasser du coup les cas d'avenant que je vais vous expliquer tout à l'heure, faible montant aux circonstances imprévues qui sont capées en fait en termes de montant maximal. Dernière clause envisageable possible qui est différente mais qui peut être utile, c'est tout ce qui est clause de rencontre, clause de sauvegarde. Donc, c'est des clauses qu'on met en place dans un contrat en disant si le titulaire rencontre une énorme difficulté. Donc, on peut détailler qu'est-ce que c'est qu'une énorme difficulté, ou pas d'ailleurs. Ça, c'est un choix de l'acheteur de voir est-ce qu'il a envie de le détailler ou pas. Le détailler, ça permet toujours d'encadrer bien les choses, mais trop encadré, donne peu de souplesse finalement au contrat. Donc, prévoir la clause qui dirait, dans l'hypothèse où le titulaire se retrouve en difficulté, dans ce cas-là, il y a une rencontre entre les parties. L'idée de la clause de sauvegarde, c'est pas comme la clause de révision ou la clause de réexamen. C'est pas de dire du coup qu'est-ce qui va se passer. On va pas prévoir que du coup il y a forcément modification du contrat, dans quelles conditions, comment ça se passe. La chose qu'on va prévoir par contre, c'est un cadre pour obliger finalement les parties à avoir une certaine loyauté, à se rencontrer et à négocier et à voir qu'est-ce qu'on peut faire comme solution. Donc ça peut être un complément un peu utile en fait aux deux autres clauses. Une fois qu'on a vu en passation qu'il faut repenser les contrats et changer, on va essayer de voir en exécution maintenant qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les solutions concrètes, et je pense que c'est un peu ça qui vous intéresse le plus. Donc, je laisse Inès prendre la parole sur l'option 1. On regarde, on consulte le contrat. Alors, première solution, on est en exécution, on a la hausse des prix qui survient. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les réflexes qu'il faut avoir? Alors, premier réflexe, c'est la slide, ouais, juste après, merci, juste ensuite. Premier réflexe, donc, c'est de regarder son contrat. En fait, ça peut paraître bateau comme ça, mais il faut vraiment regarder dans son contrat si on n'a pas déjà des clauses qui peuvent permettre de faire face à la hausse des prix. Donc, c'est un peu le pendant de ce que vient de dire Marie-Cécile sur la passation, c'est de regarder dans son contrat si, au cours de passation, on a déjà un peu pensé à ça, anticipé, et si en appliquant déjà les clauses qui sont dans le contrat, ça peut permettre de faire face, au moins partiellement, à la hausse des prix. Première chose, regardez la clause de révision, s'il y a une clause de révision et si elle est appliquée, parce qu'on se rend compte que parfois dans des contrats, il y a une clause de révision qui est prévue, mais qui n'est pas appliquée. Donc, première chose, appliquer la clause de révision, voir si ça peut permettre d'absorber au moins en partie la hausse des prix. Pareil avec la clause de réexamen, regardez s'il y en a une, regardez si on peut la mettre en œuvre pour faire face à cette hausse des prix, peut-être changer un matériau, modifier les conditions d'exécution pour permettre en fait de pouvoir continuer à exécuter le contrat sans trop de surcoût. Et de la même manière, regardez s'il y a une clause de sauvegarde. Comme Marie-Cécile vient de vous l'expliquer, la clause de sauvegarde, elle est moins contraignante et elle n'entraîne pas de modification du contrat directement, mais elle peut permettre en tout cas de contraindre les parties à se mettre autour de la table pour renégocier et voir ce qu'il est possible de faire pour que l'exécution du contrat se poursuive sans trop de surcoût pour le titulaire. Donc vraiment, c'est le premier réflexe avant d'avoir recours aux autres outils qu'on va vous détailler ensuite, c'est de regarder le contrat, de regarder les clauses et de voir si en appliquant strictement les clauses, on arrive à faire face, au moins en partie. Ça peut ne pas être suffisant, mais ça peut déjà intégrer une partie de la hausse du coût des matières premières. C'est vraiment la première solution. Une fois qu'on a fait ça, si ce n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'on fait? On peut avoir recours à la deuxième solution qu'on va vous détailler maintenant et qui est vraiment la grosse nouveauté de cet avis du Conseil d'État, c'est l'avenant. Comment on met en œuvre les avenants qui permettent de modifier les contrats. Alors, sur l'avenant, déjà, on va détendre tout le monde. Il n'y a pas de régime différent qu'on soit en marché ou en concession. En fait, c'est juste les articles du Code de la commande publique qui changent, mais on est sur les mêmes types d'avenants, les mêmes types d'outils qu'on peut utiliser. Donc, en ce qui concerne les outils, plus clairement, en fait, ce qu'on peut faire par voie d'avenant, c'est changer les conditions d'exécution du contrat. Ça, on le savait tous, vous l'avez tous probablement fait. Donc, changer les délais, changer les matériaux. Ce qu'on peut aussi faire désormais, la big nouveauté, c'est changer le prix. Donc, le prix, on peut le faire bouger que votre contrat soit à prix unitaire ou forfaitaire. Ça peut bouger, bon de commande, pas bon de commande, accord cadre, pas accord cadre. Et comment on va le faire bouger? Soit on fait directement bouger le prix,
soit on peut le faire bouger un peu indirectement. Donc, par exemple, ça sera le cas si vous allez modifier une clause de révision existante, vous l'avez, elle est bien, mais en fait, finalement, l'indice que vous avez pris, en fait, il n'est pas parfait, et donc on a envie de le changer, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Maintenant, on peut faire, on peut changer l'indice. On peut aussi intégrer carrément une clause de révision qui n'existait pas, pour se protéger déjà d'un point de vue légalité, parce que c'est un peu bof si c'était nécessaire, et puis pour faire vivre un peu son contrat. Troisième type de modification du prix qui est indirect, pour le coup, c'est intégrer ou modifier la clause de réexamen. Donc, soit vous l'intégrez parce que vous ne l'avez pas prévu, donc vous n'y avez pas pensé au départ, et maintenant vous vous dites, en fait, il y a plein de situations qu'on pourrait anticiper, vous le faites pour tous vos contrats, et comme ça, vous avez un petit cadre contractuel un peu plus solide. Soit vous l'avez déjà, mais vous pensez à de nouvelles conditions, à de nouveaux événements que vous avez envie de cadrer pour ne pas avoir de débat en cours d'exécution. Donc ça, vous pouvez le faire. La seule condition en fait qui s'applique, c'est que si vous intégrez et modifiez des clauses de réexamen, il faut être sûr que les clauses de révision existantes n'auraient pas suffi en fait. Il faut vraiment qu'il y ait une nécessité finalement de modifier la clause. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite en termes d'avenant? Concrètement, on sait on peut modifier le prix, on peut modifier les conditions d'exécution. Si on veut modifier le prix, quel type d'avenant on fait? Alors, premier avenant que vous pouvez faire, c'est l'avenant de faible montant. Donc, c'est l'avenant le plus simple, entre guillemets. C'est un avenant qui va vous permettre, si on suit les conditions du Code de la commande publique, de modifier sur un montant en dessous des seuils européens et en dessous de 10% si on est en marché de services ou de fourniture ou concession, ou 15% si on est en marché de travaux, le montant du marché que vous avez convenu au départ. Ça prend en compte forcément les clauses de variation du prix qui ont pu être fixées dans le contrat avant. Donc, en fait, si vous avez déjà utilisé vos 10%, on ne peut plus les réutiliser une deuxième fois. Donc, il faut quand même que vous fassiez une petite archéologie dans votre contrat pour voir si vous avez déjà utilisé, est-ce que vous avez déjà eu recours à l'avenant de faible montant avant? Est-ce que la clause de variation de prix n'empêche pas finalement d'avoir recours à cet avenant parce que vous avez déjà utilisé votre montant de 10%? Que vient dire le Conseil d'État par-dessus ça? Ce cadre qu'on connaît du Code de la commande publique, c'est qu'en fait, même si on est dans un faible montant, vous, en tant qu'acheteur, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous devez quand même essayer de recueillir quelques petits justificatifs. Et vous devez surtout éviter de compenser toute charge qui excéderait celle que les parties avaient prévue au départ. Donc, on ne s'en sert pas pour indemniser alors que l'indemnisation n'est pas juste. C'est un peu l'idée du Conseil d'État. La fiche de l'adage précise, elle, que l'avenant de faible montant, c'est très bien, mais qu'en fait, on peut cumuler cet avenant-là avec d'autres avenants, donc c'est ce que disait Inès tout à l'heure. Ça nous amène au deuxième avenant qui permet de modifier le prix, qui est l'avenant circonstance imprévue. Donc, c'est un avenant qui va peut-être être plus utilisé parce qu'on est moins capé en termes de montant, donc on peut modifier plus sur le fond le prix du contrat. Cette modification, elle n'est pas non plus absolue et totale, il y a quand même des limites. Alors, si on regarde le Code de la commande publique, limite numéro 1, on est sur une modification qui ne peut pas excéder 50% du montant du contrat initial. Bon, déjà, ça calme. On ne peut pas aller dans l'absolu jusqu'à où on aurait envie d'aller. Deuxième élément, on ne peut pas changer la nature globale du contrat au départ. Troisième élément, et qui est un peu intéressant et qui est développé ensuite par le Conseil d'État et la fiche de l'adage, c'est qu'en fait, quand on regarde le Code de la commande publique, l'avenant circonstance imprévue fonctionne pour tout événement qu'un acheteur diligent, donc juste l'acheteur, pas les parties, juste l'acheteur diligent n'aurait pas pu prévoir. Ce que dit aujourd'hui le Conseil d'État, c'est une réinterprétation un petit peu de cet article. Il vient vous dire qu'au final, on n'est pas du tout sur une circonstance qu'un acheteur diligent n'aurait pas pu prévoir, mais plutôt un événement que les deux parties n'auraient pas pu anticiper de manière raisonnable au moment de la conclusion du contrat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, la charge, elle repose sur les deux, ça ne repose pas que sur l'acheteur, donc ce sera peut-être plus compliqué parfois de remplir un peu cette condition-là. Et il va falloir regarder en fait contractuellement qu'est-ce qui a été prévu au départ, est-ce que le contexte faisait qu'on pouvait se douter ou pas se douter, et c'est là où c'est utile du coup de se poser la question du raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire raisonnable? C'est une notion que vous connaissez qui est hyper utilisée en jurisprudence administrative, et les directives de 2014 sur les concessions et les marchés précisent que concernant l'avenant circonstance imprévue, ce qui est raisonnable, c'est le contexte global, qu'est-ce qui se pratique dans le marché, qu'est-ce qui a pu être pratiqué avant, donc des conditions générales. Donc, c'est très subjectif, mais parce que c'est subjectif, peut-être que ça permet un peu plus de souplesse, justement. Dernière chose aussi que précise le Conseil d'État, c'est qu'en fait, sur le caractère raisonnable, c'est aussi une circonstance imprévue
et des risques que les parties n'ont pas pu raisonnablement anticiper. Et donc là, on revient un petit peu sur le conseil qu'on vous donnait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans des situations comme ça, il faut faire une archéologie du contrat. Vous allez prendre votre contrat, voir qu'est-ce qu'il y avait dans le contrat, et vous allez aussi remonter plus en amont, voir lors de la passation, lors de la négo, est-ce qu'un risque a pu être accepté par le titulaire. Par exemple, je ne sais pas, dans une offre, le titulaire ne fait mention d'aucun risque. On peut peut-être considérer qu'implicitement, il les accepte tous. Est-ce qu'au contraire, le titulaire a dit, dans telle hypothèse, si tel événement survient dans son offre, moi, je ne prends pas en charge, j'exclus, c'est une limite de prestation, c'est clairement exclu. Donc, il va falloir faire cette archéologie-là et regarder aussi dans les échanges. Est-ce qu'il y a eu des questions posées par le titulaire qui permettent de vous orienter? Est-ce qu'il y a eu des réponses? Est-ce qu'il y a eu de la négo? Est-ce que pendant la négo, il y a eu des documents? Est-ce que tout ça est écrit? Est-ce que tout ça est contractuel? Ce que la direction des affaires juridiques vient ajouter dans ce contexte-là, c'est que la modification qu'on va faire par l'avenant circonstances imprévues ne doit être que nécessaire à la poursuite du contrat. Donc, on comprend de manière implicite que c'est un peu une position pro-acheteur pour le coup. En général, c'est souvent pro-acheteur, l'adage. Et qu'en fait, ce qu'elle vous dit, c'est que si vous êtes acheteur, vous allez indemniser que ce qui est strictement nécessaire pour la poursuite du contrat. Donc, si par exemple, votre titulaire pourrait demander 100 000, mais qu'au final, il vous en demande que 50, même si, ou qui vous demande 100, mais que vous sentez en négo qu'il peut accepter 50, en fait, on ne paye que 50. Elle vous précise aussi, concernant les justificatifs qui sont nécessaires pour faire un avenant circonstances imprévues, qu'en fait, les justificatifs, c'est les mêmes que ceux pour une imprévision. Donc, on finit par être sur des régimes finalement assez similaires. Et dernier point, c'est que l'avenant doit être proportionné. Proportionné, c'est aussi proportionné dans la durée. C'est-à-dire qu'on peut faire des avenants de courte durée. Donc, on va prévoir, par exemple, que l'avenant ne s'appliquera que dans un délai de X temps et qu'ensuite, à la fin, on fera un point pour voir s'il faut un nouvel avenant ou pas un nouvel avenant. L'idée, c'est vraiment toujours d'indemniser que ce qui est nécessaire et proportionné. Et donc, on fait des avenants à durée courte, on vérifie bien tous les justificatifs et on indemnise que ce qui est strictement nécessaire en termes de montant. Sur ça, ça me permet de vous faire une parenthèse. L'avenant, la grande particularité, c'est que, en fait, c'est pas un droit pour les titulaires. En d'autres termes, un titulaire peut vous demander si vous êtes acheteur d'un avenant, mais à aucun moment, il ne peut vous imposer l'avenant, même devant un juge. Ce qui peut vous imposer, par contre, mais ça, c'est Inès qui va vous le développer après, c'est l'indemnité d'imprévision. Devant un juge, il peut l'exiger et ça peut être octroyé si les conditions sont remplies, évidemment. Ça nous amène au dernier avenant qu'on aurait pu faire peut-être pour modifier le prix, parce que ça se pratique ailleurs dans l'Union européenne, mais qui n'est pas accepté en France, c'est l'avenant des modifications non substantielles. Cet avenant-là, on considère qu'il n'est pas possible en doctrine et qu'il n'est pas possible dans le Code de la commande publique et dans l'avis du Conseil d'État et la fiche de l'adage, parce que modifier le prix, c'est forcément substantiel. Et donc, si on modifie le prix, on ne peut pas rentrer dans un avenant de modification non substantielle. Et c'est pour cette raison-là que beaucoup de gens dans la doctrine trouvaient que l'intangibilité du prix impliquait que parce qu'une modification du prix, c'était forcément substantiel, non seulement on ne pouvait pas faire cet avenant-là de modification non substantielle, mais on ne pouvait en faire aucun d'autre. En fait, c'était tellement gros que ça ne passe pas. Et ce que le Conseil d'État vient dire, c'est qu'en fait, non. Justement, l'avenant en modification non substantielle, il existe dans un régime donné, mais ce n'est pas le même régime que les autres avenants. Donc, ce n'est pas parce que la modification du prix est substantielle et qui exclut un avenant en modification non substantielle qu'on ne pourrait pas faire un avenant de faible montant ou un avenant de circonstances imprévues pour modifier directement le prix, parce qu'en fait, dans ces avenants-là, on s'en fiche de savoir si c'est substantiel ou pas. On a finalement, et on va passer hyper rapidement sur ça, les derniers types d'avenants qui modifient les conditions d'exécution que vous connaissez. Donc, on modifie les délais, on modifie les matériaux. Et donc, on a l'avenant de faible montant, qu'on a déjà détaillé, même condition, ça ne change rien. L'avenant circonstances imprévues, même condition, ça ne change rien. L'avenant en modification non substantielle, puisque vu qu'on ne vient pas toucher au prix directement, du coup, cet avenant, il marche pour changer les conditions d'exécution. Et l'avenant travaux supplémentaires, c'est des travaux supplémentaires. Ça nous amène du coup à avoir fini, je crois, les avenants. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et ça nous amène à l'indemnité d'imprévision. Donc, je vous laisse Inès présenter c'est quoi. Alors, le troisième outil qu'on peut mettre en place, c'est l'indemnité d'imprévision. En fait, on a recours à la théorie de l'imprévision, qui est une théorie très, très ancienne, qui a existé tout au cours du XXe siècle et qui est adaptée justement à la survenue
de circonstances complètement imprévisibles. Donc la hausse des prix qu'on subit là n'est pas la première circonstance imprévisible qu'on a pu connaître. Ça a été mis en place notamment dans le cadre de la Première Guerre mondiale, puis ensuite du choc pétrolier, pour vraiment faire face à des hausses de prix brutales liées aux circonstances historiques et géopolitiques. Donc en fait, on peut avoir recours à cette théorie de l'imprévision. Dans quelles conditions on peut y avoir recours? La première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait la survenance d'un événement extérieur aux parties et complètement imprévisible. Alors imprévisible soit dans sa survenance, soit dans son ampleur. Et pour la hausse des prix, on est vraiment là-dedans. On est dans un événement qui est extérieur aux parties et qui est imprévisible dans son ampleur. On aurait pu, à la suite du Covid et de la guerre en Ukraine, anticiper une hausse des prix, mais on n'aurait pas pu anticiper une telle hausse des prix. Donc c'est vraiment l'ampleur de la hausse des prix qui la rend imprévisible et qui fait qu'on remplit ces deux conditions-là, donc le caractère extérieur et le caractère imprévisible de la hausse des prix. Le troisième critère qu'il faut remplir pour être dans la théorie de l'imprévision et pour pouvoir prétendre à une indemnité d'imprévision, c'est le bouleversement de l'économie du contrat. Ce bouleversement de l'économie du contrat, il s'apprécie différemment selon qu'on est en marché ou en concession, mais on va y revenir juste après. Donc, il faut prouver un bouleversement de l'économie du contrat. Une fois qu'on a réussi à prouver qu'on remplit ces trois critères, donc caractère extérieur, caractère imprévisible et un bouleversement de l'économie du contrat, à quoi on a droit? On a droit à l'indemnisation des charges extra-contractuelles. Donc, en fait, ça correspond aux charges qu'on n'avait pas prévues lors de la conclusion du contrat. Slide précédent, David. Ça peut être de l'approvisionnement, des surcoûts d'approvisionnement liés à une hausse du coût des matières premières, ça peut être des salaires plus élevés, ça peut être une fiscalité plus élevée. Tout ça, on a le droit à demander la prise en charge en fait de ces surcoûts par la personne publique. En étant, il faut préciser qu'il y a quand même une part de risque qui est entre 5 ou 25% qui est laissée à la charge du titulaire. Donc là aussi, ça varie selon qu'on est en marché ou en concession, puisqu'en marché ou en concession, le risque accepté par le titulaire n'est pas le même. Donc, ça nous mène à la slide suivante, la différence entre les marchés et les concessions sur la théorie de l'imprévision. C'est quoi, en fait, les différences? La première différence, comme je vous le disais à l'instant, c'est l'appréciation du bouleversement de l'économie du contrat. On a, en fait, les mêmes conditions, donc caractère extérieur, imprévisible et en bouleversement de l'économie du contrat, mais la manière dont on apprécie cette dernière condition n'est pas la même selon qu'on est en marché ou en concession. Si on est en marché, on a une jurisprudence assez claire qui s'est développée, affinée en fait au fil du siècle dernier, et qui nous dit que à partir environ de 7% de surcoût, on est dans l'imprévision. Entre 7 et 12%, on est à peu près dans l'imprévision. Au-delà de 12, c'est sûr, on est complètement dans l'imprévision et on peut demander une indemnisation des surcoûts. Donc en marché, on a vraiment un seuil chiffré, précis, c'est carré, de bouleversement de l'imprévision. Dès qu'on est au-delà de ce seuil, on bascule dans l'imprévision, on peut demander une indemnité d'imprévision. En revanche, en concession, c'est un peu différent puisqu'en concession, par définition, c'est un contrat dans lequel le concessionnaire a accepté de prendre un risque important à sa charge. Et du coup, on ne peut pas considérer qu'à partir de 7% de surcoût, il faudrait mettre ces surcoûts à la charge du concessionnaire. Vraiment, il faut démontrer qu'il y a un déficit d'exploitation excessif dépassant les prévisions initiales du contrat. C'est beaucoup plus flou, on n'a pas de seuil chiffré très clair comme en marché, on a cette appréciation-là et il va falloir, en tant que concessionnaire, réussir à démontrer qu'on a un déficit d'exploitation excessif. Alors ça, comment on le démontre? Eh ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut se référer, faire de l'archéologie et se référer aux échanges préalables en fait, aux négociations qui ont lieu pendant la passation, aux questions qui ont pu être posées et qui en fait pourraient révéler la part de risque que le concessionnaire a accepté de prendre à sa charge. S'il a accepté de prendre un risque important à sa charge, alors on l'indemnisera que s'il y a un surcoût vraiment excessif. S'il a accepté de prendre peu de risques à sa charge, le déclenchement de l'indemnité d'imprévision pourra intervenir même si le surcoût est un peu moins important. Donc c'est vraiment la différence principale entre les marchés et les concessions, c'est le seuil de bouleversement en fait de l'économie du contrat. Et sur la part de surcoût qui est laissée à la charge de la personne privée, ça varie aussi selon qu'on est en marché ou en concession, puisque les textes nous disent que c'est entre 5 ou 25%, mais là c'est pareil, ça dépend du risque en fait que la personne privée a accepté de prendre en charge. Si on est en concession,
Le concessionnaire a accepté de prendre plus de risques à sa charge, donc il est à peu près sûr qu'un juge considérait qu'il doit y avoir une part plus importante en fait de surcoût qui reste à la charge du concessionnaire par rapport à un marché, par exemple. Donc c'est vraiment les deux différences principales entre les marchés et les concessions quand on est dans l'indemnité d'imprévision, c'est quand est-ce qu'on considère qu'il y a un bouleversement de l'économie du contrat et qu'est-ce qui va rester à la charge du titulaire dans le cadre du versement de l'indemnité d'imprévision. Donc voilà pour les conditions. Si on arrive à démontrer qu'on a bien un événement donc extérieur, imprévisible, un bouleversement de l'économie du contrat, donc à condition de bien le justifier, il faut toujours justifier vos demandes d'indemnité d'imprévision par des mémoires bien circonstanciées, donc à la fois justifier juridiquement pourquoi on est dans l'imprévision et puis aussi techniquement, financièrement, pourquoi on a un bouleversement de l'économie du contrat et quelle part de surcoût il faudrait que la personne publique prenne en charge. Donc il faut vraiment bien toujours justifier parce qu'en fait, si on n'a pas de justificatif, la personne publique ne pourra pas vous indemniser parce que sinon, on tombe dans la libéralité. Donc vraiment, toujours bien justifier vos demandes. Et une fois que ces demandes ont été justifiées, quel outil, quel véhicule juridique on peut utiliser? Donc ça nous amène à parler de la transaction, puisque en fait, une fois qu'on a décidé, on s'est mis d'accord, qu'on a négocié le montant de l'indemnité d'imprévision, il faut bien coucher tout ça sur le papier et il faut que les parties se mettent d'accord par écrit. Donc on peut avoir recours à deux outils. Le premier outil, c'est la transaction, donc qui est un outil assez connu et qu'on utilise dans d'autres contextes, et qui, à la différence de l'avenant, ne vient pas modifier le contrat. Par transaction, on ne modifie pas le contrat, on accepte juste, à côté du contrat, d'indemniser en plus la personne privée. Cette transaction, elle va venir prévoir plusieurs choses. Elle va venir prévoir notamment le montant de l'indemnité d'imprévision qui aura été négocié entre les parties et aussi ses modalités de versement. En contrepartie, le titulaire ou le concessionnaire s'engage à renoncer à tout recours sur, en tout cas, la période d'imprévision sur laquelle la transaction est conclue. Donc, on a vraiment le versement d'une indemnité d'imprévision en contrepartie d'une renonciation à recours. Ce véhicule juridique qui est la transaction, il est très utile quand on veut accorder une indemnité d'imprévision plutôt en fin de contrat. Pourquoi? Parce que la transaction, elle a un caractère définitif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a conclue, on ne peut plus revenir dessus. Ça met complètement fin à un litige né ou à naître, mais elle est vraiment définitive, on ne peut pas revenir dessus. Or, dans le contexte actuel de la hausse des prix, c'est compliqué de fixer un montant d'indemnité d'imprévision à un instant T sur lequel on ne peut pas revenir si le contrat est amené à continuer de s'exécuter et qu'on peut subir dans le futur encore d'autres hausses des prix. Donc, si on est en fin de contrat et qu'on est sûr que le montant de l'indemnité d'imprévision n'est pas amené à varier, la transaction est un outil adapté. En revanche, si on est plutôt au début de l'exécution d'un contrat ou en milieu d'exécution et qu'on a encore plusieurs mois, plusieurs années d'exécution de contrat pendant lesquels il risque d'y avoir de nouvelles hausses de prix, parce qu'en fait, on n'est pas du tout capable là actuellement d'anticiper les éventuelles futures hausses de prix. Alors, c'est un autre outil qu'il faut utiliser. Ça nous amène à parler de la convention qu'on appelle sui generis, qui est un autre véhicule juridique qui est assez nouveau et que, en fait, le gouvernement a proposé d'utiliser dans sa circulaire, donc la circulaire Castex dont on parlait au début, pour indemniser les personnes privées plutôt en début ou en milieu d'exécution de contrat. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette convention, à la différence de la transaction, elle n'est pas définitive. Elle permet d'octroyer une indemnité d'imprévision, mais cette indemnité d'imprévision, elle est provisionnelle. Donc, le montant pourra être amené à varier ensuite à la hausse s'il y a de nouvelles hausses des prix et si les circonstances changent. Donc, en fait, on prévoit un montant provisionnel et on prévoit aussi une clause de rendez-vous pour permettre aux parties, quelques mois après, de se remettre autour de la table pour rediscuter en fait du montant de cette indemnité-là et pour voir s'il faut l'adapter en fait aux nouvelles circonstances. Donc, c'est vraiment un outil juridique un peu hybride qui s'apparente à la transaction sur certains aspects puisqu'on peut octroyer une indemnité d'imprévision, mais c'est provisionnel et c'est plus souple parce que ça permet de faire évoluer son montant et ses modalités de versement dans le temps et de s'adapter en fait aux éventuelles nouvelles hausses de prix qui pourraient survenir ensuite au cours de l'exécution du contrat. Donc pour les contrats qui sont plutôt en début d'exécution, en milieu d'exécution, où il y a encore de nombreux mois à passer et où on n'est pas capable en fait d'anticiper une éventuelle évolution de la hausse des prix, c'est un outil qui est vraiment plus adapté que la transaction puisqu'elle n'est pas définitive.
Donc, c'est vraiment les deux outils qu'on peut mettre en place pour indemniser les titulaires, les concessionnaires, sur le fondement de la théorie de l'imprévision. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a évoqué tous les outils qu'on pouvait mettre en place en cours d'exécution pour faire face à cette hausse des prix. Marie-Cécile va un peu vous synthétiser tout ce qu'on vient de se dire et vous dire dans quelles conditions, dans quelles circonstances, soit l'indemnité d'imprévision, soit les avenants peuvent être les plus adaptés selon en fait les contrats que vous avez en main. Donc, à l'heure du bilan, qu'est-ce qu'on fait quand on est concerné par la hausse des prix? Est-ce qu'on fait un avenant, une indemnité d'imprévision? C'est quoi la différence? C'est quoi les avantages de chacun de ces outils? Alors, si on prend l'imprévision déjà, l'avantage, c'est que c'est illimité en termes de montant et en termes de nombre de recours. On peut le faire autant de fois qu'on veut, à condition évidemment que ce soit justifié, puisqu'il faut des justificatifs, il faut bien développer, il faut qu'il y ait vraiment un phénomène de hausse des prix. Enfin, un phénomène en tout cas imprévu qui justifie l'imprévision. Donc on peut le faire autant de fois qu'on veut. Le montant, il n'est pas capé, contrairement à l'avenant, puisque dans l'avenant, soit on va faire un avenant circonstances imprévues, bam, on est capé par 50%, soit un avenant de faible montant, on est capé soit par 10, soit par 15%, en fonction de si on est en marché en concession et quel type de marché on est. Deuxième différence, c'est que quand vous êtes en imprévision, en fait, vous n'allez pas couvrir à 100% les surcoûts subis par le titulaire si on est en marché ou le déficit subi par le concessionnaire si on est en concession. Il y aura toujours cette part qu'Inès vous a expliqué, entre 5 et 25%, qui seront conservés par le titulaire. Donc, on sera plutôt vers les 5 quand on est dans un marché court, on sera plutôt entre 10 et 20 quand on est dans un marché long, et on sera plus près des 25 quand on est en concession, concrètement. À l'inverse, dans un avenant, on est sur une indemnisation, c'est un peu faux de dire le terme indemnisation, mais on est sur une modification du prix du contrat qui peut être à 100%. On n'a pas cette part de risque, en tout cas, elle n'est pas chiffrée concernant les avenants, qui doit rester à la charge du titulaire. Même si c'est vrai, et comme on vous l'a dit tout à l'heure, si vous regardez dans les avenants, dans les conseils de l'ADAGE et du Conseil d'État, on vous dit bien que l'idée, ce n'est pas de compenser le risque que le titulaire aurait pu accepter au début du contrat. Mais on n'a pas ce chiffrage de 5 à 25%. Donc concrètement, dans un avenant, et c'est un peu la différence d'après, dans un avenant, vous pourrez indemniser dès le premier euro, donc il n'y aura pas de charge qui sera conservée par le titulaire, et dès le premier euro. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin dans un avenant d'un bouleversement de l'économie du contrat. Vous en avez besoin dans une imprévision, c'est nécessaire, et donc là, il faudra démontrer si on est en concession en déficit, si on est en marché au moins 7% de surcoût. Donc démontrer, justifier tout ça. Dans un avenant, il n'y a pas de bouleversement, donc ça veut dire que si votre titulaire il subit des surcoûts dans un marché et les surcoûts sont à 3%, là, vous pouvez faire un avenant pour modifier le prix. Vous ne pourrez pas le faire dans le cadre d'une indemnité d'imprévision parce que ce n'est pas légal, parce qu'on ne remplit pas en fait les conditions et donc c'est forcément une libéralité. Donc voilà, pour les deux différents, enfin les différences principales. L'avenant aussi, c'est important de le préciser, c'est pour l'avenir, ça modifie pour le futur le contrat. L'indemnité d'imprévision, on est plutôt sur une indemnisation pour le passé, pour des choses qui sont vraiment réalisées, qui sont concrétisées. Donc on peut aussi, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'avis du Conseil d'État et l'ADAGE le disent, on peut cumuler les outils. Donc on peut par exemple penser à une indemnité d'imprévision pour l'année passée, et pour le futur là, on va faire un avenant qui va modifier les conditions économiques du contrat. Donc maintenant qu'on a fait notre point, est-ce que vous avez des questions? On est à votre dispo pour y répondre. Et comme on vous a dit, s'il y a des questions qu'on n'a pas le temps de traiter, on les traitera par mail, vous nous les envoyez, on vous répondra. Merci Marie-Cécile et merci Net pour ces éclairages et pour cette palette de solutions qui était très intéressante. Alors oui, on a reçu quelques questions bien entendu. Alors la première que je vais prendre, c'est est-ce que la vente à perte démontre forcément un bouleversement de l'économie du contrat? Alors, c'est un bon argument la vente à perte. C'est un super bon argument. Après, si on dit bouleversement de l'économie du contrat, ça veut dire qu'on parle d'indemnité d'imprévision. Donc, on n'est pas sur une vente à perte qui justifie un avenant. En tout cas, ce n'est pas le sens de la question. On est sur une vente à perte qui, du coup, en fait, éviterait au titulaire de fournir tout un tas de justificatifs pour dire qu'il a au moins, si on est en marché, 7% de surcoût, ou de justifier un déficit anormal, en fait, si on est en concession.
En fait, tout dépend pourquoi est-ce qu'il y a vente à perte. Le sujet, c'est un peu ça. C'est est-ce que votre offre au départ, enfin, je me mets du point de vue de l'acheteur, hein. Si on est acheteur, est-ce que l'offre au départ, en fait, n'était pas peut-être une offre anormalement basse qui n'a pas forcément été détectée? Est-ce que vous n'avez pas fait, sans qu'elle soit anormalement basse, une offre trop basse qui n'a pas pris en compte les risques? Risques que vous, en tant que titulaire, vous auriez dû anticiper parce que vous êtes un professionnel du secteur. Voilà. Donc forcément, en fait, ça va demander cette étude de est-ce que vous avez bien pris en compte le risque au départ pour dire si une vente à perte est forcément cause de bouleversement de l'économie du contrat. Après, je pense que les acheteurs, en tout cas, enfin nous, des échanges qu'on a eus avec nos clients, sont assez sensibles sur la question de la vente à perte et en fait, personne ne veut forcer quelqu'un à exécuter un contrat. Et l'acheteur se doute bien que si vous indemnisez pas, vous en tant que titulaire, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous arrêterez d'exécuter, peut-être à vos frais et risques, mais vous n'aurez pas le choix en fait, parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose en vente à perte. Voilà, ça répond à la question. Oui. Non, ça ne demande pas le bouleversement de l'économie du contrat de fait. Ouais. Mais c'est un indice. Voilà. Et j'aurais une autre question aussi. Est-ce qu'on peut cumuler les avenants entre eux? Oui, complètement. On peut les cumuler. C'est très clair dans l'avis du Conseil d'État. On peut cumuler plusieurs avenants. Il faut qu'il y ait, par exemple, ça pourrait être un avenant de faible montant, puis ensuite un avenant de circonstances imprévues. Par contre, pour la même cause d'indemnisation, donc la hausse des prix sur une période, on ne peut avoir qu'un type d'avenant dans la limite de 50%. Si par exemple, on est sur circonstances imprévues, on est dans la limite de 50% et on ne peut pas faire 40 avenants circonstances imprévues avec 50, 50, 50 pour la même cause. Mais sur le principe, oui, on peut les cumuler. Il faut juste faire attention au seuil maximum. Et donc on aurait une autre question, merci Inès, qui ferait écho à ce que disait Marie-Cécile en fin de webinaire. Est-ce que l'indemnité des prévisions peut-elle être pour l'avenir? Alors, ça va être compliqué. En fait, l'indemnité d'imprévision, elle est censée être fondée sur des justificatifs. Donc, on n'est pas sur des devis, on est sur des factures. Enfin, en tout cas, en tant qu'acheteur, les acheteurs ont tout intérêt pour ne pas faire de libéralité à ne prendre en compte que les factures et pas les devis. Et donc, si on ne prend pas en compte les devis, c'est qu'on ne prend pas en compte ce qui va se passer après. L'indemnité d'imprévision, c'est vraiment plus un mécanisme qui fonctionne bien pour le passé, ce qui n'empêche pas du tout de signer une convention d'indemnisation d'imprévision, par exemple avec un titulaire, en disant, ben voilà, tous les X mois, on fait le point ensemble, moi acheteur, toi titulaire, pour voir qu'est-ce qui s'est passé en termes de surcoût. Moi, je m'engage, dès lors que tu me démontres X% de surcoût, à t'indemniser de telle façon, et toi, tu t'engages à me fournir un dossier justificatif bien monté. Donc, on ne sera pas sur une indemnité d'imprévision pour l'avenir, mais en fait, on va cadrer pour l'avenir comment on va indemniser finalement le titulaire. Donc, ça donne des garanties pour le titulaire, il sait ce qui va se passer, il sait à quelle sauce il va être mangé, et ça donne des garanties pour l'acheteur parce que tout est cadré et donc ça lui évite un recours. Et si on faisait une convention comme ça, qui du coup serait un peu une convention cadre, on pourrait même mettre des clauses de retour à meilleure fortune. Donc, par exemple, à la fin du contrat, on se rend compte finalement qu'on a trop indemnisé le titulaire parce que le cours de l'énergie a bougé. Dans ce cas-là, le titulaire rend l'argent finalement à la personne publique. Dans quelles conditions? Bon, forcément, nous, on est avocat, donc on pousse toujours à bien cadrer les choses. Ou si on veut pas les cadrer, prendre partie de la souplesse avec les risques qui vont avec. Mais forcément, faire une convention d'indemnisation qui, du coup, va régler le futur, mais n'indemnise que le passé, mais au fur et à mesure de sa survenance, au moins, ça permet de cadrer. Donc, c'est le seul moyen pour indemniser pour le futur sans indemniser pour le futur. Donc, non, l'indemnité d'imprévision, c'est que pour le passé. Merci Marie-Cécile. On a une autre question. Dans le cas d'une imprévision, comment le titulaire peut-il justifier le surcoût pour bénéficier d'une indemnité? Et par exemple, est-ce que les indices de l'INSEE sont suffisants pour justifier ce surcoût? Alors, sur la première partie de la question, comment on justifie les surcoûts? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut vraiment qu'il y ait un mémoire, enfin nous c'est ce qu'on conseille, de faire un mémoire vraiment à la fois juridique, à la fois technique et financier, très circonstancié, très justifié, donc dire pourquoi on est dans l'imprévision juridiquement, et ensuite techniquement et financièrement, prouver par des justificatifs vraiment très concrets, des factures, des livres de compte,
tout ça qui montre que l'exécution du marché est vraiment excessivement onéreuse et que y a un surcoût en fait qui dépasse 7-12%, qui dépasse l'offre initiale, ouais, et qui est au-delà de 7% si on est en marché, ou qui crée un déficit excessif si on est en concession. Donc après, tous les autres types d'indices, donc ce qu'on disait tout à l'heure, montrer qu'on est en vente imperte, montrer que par rapport aux indices de l'INSEE, on est dans un déficit excessif ou dans un bouleversement au-delà de 7%, ça fonctionne aussi, c'est des indices supplémentaires, mais vraiment, ce sur quoi la personne publique se fonde, c'est les pièces, en fait, vraiment, c'est les factures qui sont acquittées et qui montrent, ou les livres de compte, qui montrent que l'exécution du marché, pour l'entreprise, elle est vraiment, elle crée des surcoûts qui ne sont pas tenables, en fait, c'est vraiment ça. Super, merci Inès du retour. Et je vais peut-être prendre une ou deux dernières questions. Le titulaire a-t-il un délai contraint pour solliciter une indemnité d'imprévision, ou est-ce que cela peut être fait dans le cadre aux besoins du décompte général? Alors, on n'en a pas parlé. C'est vrai que c'est un point important. Alors, en fait, l'indemnité d'imprévision, c'est un gros débat doctrinal. Mais jusqu'à maintenant, il y avait un débat pour dire est-ce que l'indemnité d'imprévision, c'est complètement lié au contrat ou est-ce que c'est pas complètement lié au contrat? Donc, si c'est complètement lié au contrat, ça veut dire qu'il faut la demander pendant le contrat, donc au pire au règlement des comptes. Si c'est pas lié au contrat, on peut la demander après. Donc, aujourd'hui, on peut, le Conseil d'État l'a dit, la demander après. On n'est pas obligé de la demander pendant l'exécution du contrat ou au moment du règlement des comptes. Vous pouvez évidemment, en tant qu'entreprise, le demander, et nous, c'est ce qu'on conseille en général, parce qu'au moins, comme ça, il n'y a pas de débat avec l'acheteur. Vous le demandez au moment où vous faites votre projet de décompte final. Donc, dans votre projet de décompte final, où vous faites le récap de tous les montants qui vous sont dus au titre du marché, et dans le cadre duquel, normalement, si vous avez un peu anticipé, vous mettez les montants de votre future réclamation, si vous en avez une, travaux sub, suggestions techniques imprévues, si on est dans un marché de travaux. Vous allez aussi mettre l'imprévision, la force majeure, tout ce que vous avez à mettre. Et c'est dans ce cadre-là où vous pouvez anticiper pour déjà annoncer la couleur à l'acheteur de ce que vous allez demander. Mais si vous ne le faites pas pour l'indemnité d'imprévision à ce moment-là, c'est pas grave. On peut le faire après, à la fin du contrat, une fois qu'on a réglé les comptes. Merci Marie-Cécile. Et je vais peut-être prendre on a de nombreuses questions. Bon, bien sûr, on reviendra individuellement vers vous pour les réponses. On n'aura pas le temps de tout traiter aujourd'hui. J'ai une dernière question. Peut-on prévoir une clause de réexamen de la clause de révision des prix sur la formule, l'indice ou la fréquence? Et faut-il la conditionner ou est-ce que c'est complètement libre? Donc, ce serait prévoir une clause de réexamen qui dirait si telle circonstance survient, on modifie la clause de révision de prix. Depuis l'avis du Conseil d'État, c'est possible. Parce que effectivement, il est possible de modifier par avenant la clause de révision de prix. Donc, on peut très bien le prévoir dans une clause de réexamen, de dire qu'en cas de hausse des prix de plus de 30% ou dans le cas de la survenance de d'autres circonstances, alors on fait bouger la clause de révision de prix. Ça, c'est tout à fait possible puisque le Conseil d'État l'a autorisé. Et on peut même prévoir dans la clause de réexamen les modalités, en fait, d'anticiper déjà les modalités selon lesquelles on va faire varier la clause de révision de prix. Est-ce qu'on va changer d'indice? Est-ce qu'on va modifier la périodicité pour réviser plus souvent le prix? Ça peut être plein de choses qu'on peut effectivement déjà anticiper dans la clause de réexamen pour peut-être un peu cadrer dès la passation comment on va faire bouger la clause de révision de prix. Mais oui, c'est tout à fait possible. L'avantage de le faire dans une clause de réexamen, c'est pas bête, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous pouvez de toute façon modifier la clause de révision. C'est possible, il y a les avenants qu'on vous a détaillés, mais l'avantage de le mettre dans la clause de réexamen, vous allez faire bouger la clause de révision, c'est que du coup, parce que c'est dans la clause de réexamen et que c'est anticipé dès le début de la passation, vous n'êtes pas capé en termes de montant. Donc, si la nouvelle clause de révision que vous allez mettre, sa modification modifie à plus de 10%, 15% ou 50% le montant du contrat, en fait, vous vous en fichez parce que ça a été prévu dès le départ. Donc, du coup, c'est pas, il n'y a pas de problème, quoi. Très bien. Merci à toutes les deux. Merci pour vos éclairages et vos réponses aux premières questions qui ont été posées. Donc, les autres réponses suivront comme je l'ai indiqué. Pour répondre aussi à d'autres questions sur la disponibilité du replay du webinaire et de la présentation, bien sûr, donc ça sera envoyé à tous les participants assez vite. Et comme vous l'indiquez au début, donc on a une fiche pratique dans la revue Contrats et marchés publics de décembre
qui est disponible sur la hausse des prix si vous voulez avoir un support écrit sur le sujet pour aller plus loin, qui est rédigé donc par Marie-Cécile et Inès Fresco. Je remercie tous les participants qui étaient encore nombreux pour ce sujet lors du webinaire. Et je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous et je vous dis à bientôt et bonne fête de fin d'année puisqu'on est le 1er décembre. Merci Inès, merci Marie-Cécile. Merci David, merci à tous. Merci à tous. Très bonne journée.